Je vais vous parler des mémoires akashiques. On appelle également cela les archives akashiques ou les annales akashiques. Qu'est-ce que c'est que l'akasha? Eh bien, ça vient d'un mot sanskrit, c'est-à-dire un parler très ancien indien, et qui signifie en fait la substance primordiale, c'est-à-dire la substance originelle en fait, de là dont tout est constitué. C'est un champ informationnel qui se trouve tout autour de nous. En fait, c'est l'éther, c'est le cosmos, voilà, c'est tout cela. Et ça contient, en fait, on a l'impression que l'espace est vide, que c'est du vide, mais en fait, c'est fait de vibrations et d'informations. On peut y accéder à ce champ de différentes façons, mais on verra ça un petit peu plus tard. Et ce que je vais vous dire également, c'est que, eh bien, donc ça, c'est ça, de nombreuses cultures anciennes en parlent, mais également les scientifiques. Et je voulais vous parler entre autres de Philippe Guillemant, qui est un ingénieur physicien français, qui travaille au CNRS, et qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle et sur qui fait de nombreux travaux. Il a écrit de nombreux livres également sur la conscience et également, je crois, le grand virage de l'humanité et puis la route du temps. Et voilà ce qu'il dit, lui, sur le champ akashique. C'est un monde d'informations invisibles, sous-jacent à la réalité, c'est-à-dire qui fait partie du vide, de l'espace, et qui est fait de vibrations. En fait, le vide, l'espace n'est pas vide, ce sont des vibrations, des informations, voilà. Et en fait, tout n'est que vibration, c'est-à-dire que même la matière, on a l'impression que c'est dur, que c'est compact, mais c'est faux. Plus on zoome et plus on voit que c'est un noyau et fait d'espace, de vibrations, etc. Et plus on va à la plus petite distance, les scientifiques appellent cela, je crois, l'échelle de Planck, eh bien on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est fait de vibrations. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté scientifique, pour vous dire que ce n'est pas que ésotérique. Que sont les archives akashiques? Eh bien, en fait, c'est le livre de vie de tout ce qui est, de tout ce qui existe. C'est le livre de vie de nos âmes, de la création de l'âme jusqu'à maintenant. L'âme s'incarne dans plusieurs vies, que ce soit sur Terre ou n'importe où dans l'univers, pour faire des apprentissages, et toutes ces pensées, ces émotions, tout cela est inscrit dans un livre de vie. Et c'est cela que, après, on peut accéder à ce livre de vie, car chaque âme a son livre de vie, tout ce qui est vivant a son livre de vie. Et on peut y accéder après pour avoir des informations. Dans nos archives akashiques, eh bien, elles contiennent tout ce qui est le passé, le présent et des futurs potentiels. Alors potentiels parce que oui, effectivement, en fonction de là où on en est dans le présent, ici et maintenant, eh bien, il y a un avenir plus probable qui se dessine. Mais en fonction, évidemment, déjà de notre libre arbitre, on peut très bien choisir de ne pas aller dans cette direction, mais plutôt dans celle-ci. Mais il peut y avoir également des interférences qui viennent de droite ou de gauche, hein, de la collectivité, voilà, et qui font que notre futur potentiel peut dévier. On les retrouve, donc, comme je vous ai dit, dans de nombreuses cultures anciennes, hein, donc chez les Indiens, les Maures, les Tibétains, les Égyptiens, les Perses, les Chaldéens, les Grecs, les Chinois, les Mayas, les Hébreux, les chrétiens, les druides, etc. Les noms diffèrent en fonction de la culture, de la religion, etc. Donc par exemple, on appelle le livre de vie, c'est pour les chrétiens, la conscience cosmique, le mental cosmique, le mental universel, la mémoire de la nature, la bibliothèque universelle,
Donc ça oui, beaucoup, c'est pour ça que donc certains appellent, comment dire, les êtres qui sont chargés de s'occuper de l'accès et voilà, des personnes qui viennent dans les archives akashiques, et bien de les orienter, etc. On les appelle soit des bibliothécaires, voilà, suite à la bibliothèque universelle, ou encore les seigneurs d'Akasha. On appelle aussi le livre du souvenir, ça c'est dans la tradition juive, la salle de l'enseignement, le temple de la connaissance, donc vraiment ça veut dire, voilà, il y a vraiment tout quoi dans l'Akasha. Le référentiel de Thoth, donc ça c'est pour les Égyptiens. Également Der Bewusstseinsraum, ça c'est en allemand et ça signifie plus ou moins espace de connaissance consciente de vous-même. Les chroniques ou annales ou mémoires akashiques, les archives éthériques, l'âme du monde, et voilà. Donc ça a plein de noms et voilà, ça contient toutes les informations de tout ce qui est, de tout ce qui existe. Comment peut-on accéder aux archives akashiques? Eh bien, il y a différentes façons. Donc, un état profond de méditation. Pour les personnes qui ont des capacités médiumniques voilà, appropriées, hein, qui ont la capacité innée d'y accéder, à travers les rêves, les trans, voilà, les EMI également, hein, les expériences de mort imminente, hein, c'est-à-dire les personnes qui ont des arrêts cardiaques, et qui, ben voilà, pendant quelque temps, ces personnes-là sont mortes cliniquement, et donc ils peuvent avoir accès à ce champ informationnel, à l'Akasha. Et dans ce cas-là, quand elles reviennent, ces personnes-là, eh bien, elles sont souvent complètement transformées, et voilà, parfois elles partagent ce qu'elles ont vu. Parfois non, ça dépend de l'entourage, de comment elles se sentent avec ça. Il y a différentes personnes hein, qui ont accédé, des visionnaires, des mystiques, voilà, donc on connaît très bien Nostradamus. Il y a également Alice Bailey qui, elle, a écrit des ouvrages ésotériques, et il y a également Edgar Cayce qui, lui, dans ses rêves, entrait en transe et on pouvait lui poser des questions, donc je crois que c'est sa femme, un ami, sa secrétaire, lui ont posé différentes questions et sur tous les sujets possibles et inimaginables, et il répondait donc sur la guérison, sur quoi, sur la réincarnation, l'au-delà, les vies antérieures, des événements futurs. Il expliquait cela de cette façon. Pour lui, c'était son subconscient en fait qui explorait le royaume des rêves, où il croyait que tous les esprits étaient intemporellement connecté. Ben, il revenait avec, il pouvait partager ces informations qu'il captait quand il était dans ces états de transe. Voilà. On peut y avoir également accès avec un outil qui nous a été transmis par les Mayas et qui est une prière sacrée. C'est de cette façon-là que j'accède aux archives akashiques. J'ai suivi l'enseignement d'Ernesto Ortiz, de Don Ernesto Ortiz, qui a donc reçu, bien sûr, cette prière sacrée. Comment cette prière sacrée nous est parvenue? Comment les Mayas nous ont transmis cette prière sacrée? Elle a été transmise à Johnny Pochaska. Alors, qui est ce monsieur? Eh bien, c'est un Espagnol, enfin il vivait en Espagne avec sa famille qui était noble, aristocrate, je crois de lignée tchécoslovaque, enfin bon, c'était une famille riche, aisée, voilà. Et donc les parents avaient une femme de ménage qui était très particulière, Rachel, qui en fait voyait les choses en avance. Et du coup pouvait prévenir le couple quand il pouvait y avoir un petit problème ou quoi que ce soit. Et du coup, de femme de ménage, eh bien, ils l'ont faite gouvernante. Et lorsqu'ils ont eu des enfants, Rachel savait que parmi les enfants de ce couple, il y aurait un enfant très spécial. Quand l'aîné est né, Johnny,
elle a remarqué qu'il y avait une étincelle à l'intérieur de lui qui était particulière. Maintenant, elle ne voulait pas se dire, voilà, c'est lui, et elle savait qu'il y aurait d'autres enfants, donc elle voulait quand même savoir si d'autres enfants, voilà, si les autres n'auraient pas également cette étincelle particulière. Donc il y a eu Marie, je crois, et Peter, mais en fait, non, il n'avait pas cette étincelle-là. Johnny bon, a grandi et enfant, il aimait beaucoup être avec Rachel dans la cuisine ou alors il aimait beaucoup être dans le jardin. Il communiquait énormément avec les animaux qui d'ailleurs lui trouvaient un magnétisme particulier et qui étaient attirés par lui, et il discutait également beaucoup avec ses amis invisibles. Voilà. Et donc ses parents, bien, ils étaient un petit peu... ils voyaient qu'il était spécial, mais ils auraient bien aimé quand même que Johnny soit un enfant un peu plus normal, on va dire. Et donc il lui achetait des jouets, etc. pour qu'il fasse comme son frère et sa sœur, jouer avec des jouets habituels pour enfants, mais non, rien n'y faisait. Voilà, il était tout le temps avec Rachel et avec son monde, avec les animaux. Et puis... bon ben voilà, il a grandi comme ça. Il y a eu la guerre civile espagnole et après la guerre, eh bien, la situation financière de la famille n'était pas terrible. Et donc au final, le papa a décidé d'aller à Mexico. Il a eu une visualisation en fait et il s'est vu à Mexico. Voilà. Donc la famille a déménagé à Mexico et entre le moment de la décision et le moment du déménagement, donc il s'est passé quand même quelques temps, eh bien Johnny faisait un rêve récurrent. Il se voyait marcher dans petite, une petite rue étroite, une rue pavée, voilà, étroite, assez mal éclairée, et il avançait et il passait devant l'encoignure d'une porte dans laquelle se tenait une vieille femme indienne. Voilà. Et il faisait ce rêve très régulièrement, il ne savait absolument pas pourquoi, en plus cette rue-là, tout ça, enfin, ça ne lui disait rien, voilà. Et puis donc ils sont partis habiter à Mexico, et là, eh bien, donc ils ont vécu dans un quartier résidentiel qui était, voilà, où toutes les familles aristocrates espagnoles se retrouvaient, et donc il y avait certaines règles à suivre, et entre autres, eh bien, il fallait que les enfants épousent des personnes de leur classe sociale, voilà. Mais Johnny, lui, il est tombé amoureux d'une Mexicaine et il l'a épousée. Et du coup, la honte est tombée sur la famille. Et pour éviter voilà, que sa famille en pâtisse, du coup, il est parti vivre aux États-Unis, au Texas. Et là, il s'est installé. Il a commencé à créer une entreprise d'importation de marchandises donc du Mexique vers les États-Unis. Du coup, pour son activité, il devait se rendre de temps en temps au Mexique pour avoir des réunions d'affaires, etc. Et donc, une fois, il se rend au Mexique. Et là, en fait, la réunion d'affaires est annulée. Du coup, il se dit, bon, je vais aller me promener tranquillement dans Mexico. Et il se promène et puis il commence à marcher dans une rue pavée, étroite, assez mal éclairée. Et puis, il passe devant l'embrasure d'une porte et puis il aperçoit quelqu'un et puis là, tout d'un coup, il se dit « Waouh, mais c'est mon rêve, ça !» Et du coup, il fait demi-tour et il va voir la vieille femme indienne et qui l'a fait entrer et s'asseoir et il lui dit « Mais je l'ai vu ça en rêve et tout. » Et elle lui dit « Ça fait de nombreuses années que je t'attends, en fait. » Et donc, elle lui explique qu'il a une mission particulière en fait, qui l'attend et que cette mission va complètement changer sa vie, mais également la vie des gens autour de lui, voilà, qu'il va rencontrer. Et est-ce qu'il accepte? Et ben, bon, il a accepté. Du coup, ils ont marché toute la nuit, ils sont allés jusqu'aux pyramides, voilà, jusqu'au pied de la pyramide du soleil. Alors, arrivé au pied de la pyramide, bon, il était quand même fatigué, donc ils se sont reposés, en tous les cas, Johnny s'est reposé, et au matin, ils sont montés donc jusqu'en haut de la pyramide. Et là, Johnny a vu un groupe de prêtres et de prêtresses, et Rachel s'est approchée d'eux et en arrivant à côté du grand prêtre, eh bien, s'est transformée en une belle et jeune prêtresse. Eux deux, ils formaient le couple masculin-féminin, le yin, le yang,
Voilà, l'alpha, l'oméga, le soleil, la lune, voilà. Et le grand prêtre s'est approché de Johnny, et de là, une flamme de 25 à 30 cm de haut est sortie du chakra couronne de Johnny. Le grand prêtre a attrapé cette flamme et il l'a posée contre le cœur de Johnny, voilà. Et cette flamme s'est transformée en feuille d'or. Et sur cette feuille d'or était inscrite la prière sacrée pour accéder aux archives akashiques. Et ensuite, le prêtre, eh bien, il a fait entrer à nouveau dans le chakra couronne de Johnny, et donc elle s'est fondue en lui, en fait. Et donc, il avait cette prière sacrée en lui. Et c'est comme ça que, après, eh bien, il est retourné chez lui au Texas, et il s'est mis à enseigner cette prière sacrée, à enseigner aux personnes comment accéder aux archives akashiques, etc. Voilà, et donc il a enseigné à plusieurs personnes, entre autres à Mary Parker, qui était une de ses étudiantes et qui l'a beaucoup aidée. Et qui ensuite, à la fin de sa vie, Johnny, il a demandé à Mary de poursuivre cette action et d'enseigner les archives akashiques, ce qu'elle a fait. Donc elle l'a transmis à d'autres personnes, entre autres Denise, qui était une amie de Ernesto Ortiz, et donc il a été formé comme ça par Denise, et lorsque Denise lui a demandé de former lui aussi, d'enseigner, eh bien il est allé voir Mary Parker, et donc qui a fini sa formation, on va dire, et c'est comme ça qu'il est devenu enseignant. Et moi j'ai reçu évidemment cette prière sacrée de Don Ernesto Ortiz. Et voilà, et c'est cette prière sacrée que j'utilise pour accéder à vos archives akashiques. Qu'est-ce que ça peut vous apporter au final, la lecture de vos archives akashiques? Eh bien, comme on a accès au passé, au présent et à un futur potentiel, ça peut vous permettre de connaître l'origine de blocage, par exemple. Enfin, si vous vous rendez compte que vous avez souvent le même schéma qui se reproduit, par exemple, dans vos relations, ou bien dans votre travail, où vous avez des blocages, je ne sais pas, vous avez des peurs du noir, ou des choses comme ça, eh bien, grâce à la lecture de vos archives akashiques, on peut connaître l'origine. L'origine qui peut venir d'une vie antérieure, parce que si vous n'avez pas réussi à résoudre ce problème lorsqu'il s'est présenté dans la vie antérieure, eh bien, vous pouvez ramener dans cette vie-ci pour justement pouvoir dépasser cette blessure, ce blocage. Alors, ça peut venir également de votre enfant intérieur, parce que, bien voilà, quand on est tout petit, on a besoin de... De toute façon, toute personne a besoin d'amour, d'être aimé, et donc on essaye de se conformer à ce que l'on suppose que les autres attendent de nous pour pouvoir être aimé, en fait, recevoir l'amour que l'on attend, que l'on espère. Par exemple, un petit enfant, sa maman n'est pas très tendre, chaleureuse, ou même des fois elle le rejette, il va essayer de se comporter d'une façon à ce que sa maman change d'attitude, et voilà. Si par exemple elle a toujours l'impression qu'il le dérange, il va peut-être se mettre dans un coin et puis ne plus bouger, ne rien dire, essayer de s'effacer, et voilà, ça se reproduit. Au final, donc l'enfant adopte cette posture-là qui n'est pas lui réellement. Et donc on fait la même chose en fonction des différentes personnes que l'on côtoie, hein. Donc ça peut être la maman, le papa, mais ça peut être des oncles, des tantes, des amis, des adultes, dans le milieu professionnel, enfin voilà, partout quoi, dans la société. Donc on crée une image de nous, et d'ailleurs je pense que vous êtes d'accord avec moi, en fonction des personnes. On a différentes facettes en fonction des personnes avec qui on se trouve. En fait, on va renvoyer une certaine image, on va se comporter d'une certaine façon avec notre famille, d'une autre façon avec les amis, encore différemment avec notre patron, par exemple. Donc,
on se crée des images, des facettes, mais en fait ce n'est pas, ce n'est pas nous réellement, hein, ce sont des images. Et donc voilà, on peut avoir accès donc à l'origine de ces blessures et de façon à pouvoir les dépasser, les nettoyer, les dépasser et donc pouvoir être vraiment qui l'on est vraiment, quoi. Si vous souhaitez connaître un petit peu votre orientation de vie, si vous êtes dans un moment où vous vous dites je ne sais pas trop dans quelle direction aller, je ne sais pas, enfin j'hésite, est-ce que c'est vraiment telle voie, est-ce que c'est vraiment ma voie ou est-ce que je me trompe? Grâce aux archives akashiques, on peut avoir une idée de l'orientation de la personne. Je me souviens, il y avait une jeune femme, son métier c'était actrice, mais elle ne savait pas trop si c'était vraiment sa voie parce que voilà, elle n'était pas sûre d'elle à 100% et donc bien en fin de compte moi j'ai vu que non, c'était plus l'écriture en fait, l'écriture de livres, voilà, puis je la voyais après aider le metteur en scène à mettre en scène ce qu'elle avait écrit, parce que ça pouvait être soit des livres qui étaient mis en scène, mais ça pouvait être des scénarios hein, pour un film ou pour une pièce de théâtre, voilà, enfin. Voilà, il y a des personnes également qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des blocages. Ces personnes-là n'arrivent pas à exprimer quelque chose parce que c'est un formatage familial, c'est un conditionnement familial. Ça peut être conditionnement de la mère, par exemple. La petite fille toute petite, elle voit sa maman et pendant toujours, elle voit sa maman se comporter d'une certaine façon, d'être par exemple toujours disponible pour tout le monde et sans en fait sans penser à elle-même. Elle dit toujours oui à tout le monde, elle vient toujours en aide à tout le monde, mais en fait, elle, quelque part, elle s'oublie. Et bien, la petite fille qui voit ce comportement-là, eh bien, pour elle, c'est de cette façon-là qu'une femme et qu'une maman doit se comporter, puisque elle a toujours vu ce modèle-là, elle l'a toujours eu sous les yeux, donc pour elle, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et au final, eh bien, cette personne-là peut ressentir un mal-être, sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle n'arrive pas à se respecter réellement, parce que tout simplement, voilà, elle n'arrive pas à dire non, non, là, je ne suis pas disponible, parce que cette personne-là, elle a tout simplement besoin de se reposer, de se ressourcer, et on sait bien que c'est quand même plus facile d'offrir ce que l'on a à offrir aux autres lorsque l'on est soi-même bien physiquement et bien dans sa tête. Quand on se sent bien, alors là, oui, on est disponible et on est prêt à offrir tout ce que l'on a. Alors que quand on est fatigué, c'est plus compliqué. Et voilà, donc parfois les personnes ne savent pas dire non et donc parce que comme elles ne se respectent pas elles-mêmes, parce qu'en fin de compte il y a quelque chose là au niveau, je dirais, du chakra et de la gorge qui les empêche de s'exprimer. Elles disent toujours oui, elles sont toujours disponibles, mais quelque part elles se sentent mal à l'intérieur parce qu'elles ne se respectent pas, elles ne respectent pas leur être profond qui elles sont vraiment. Donc voilà, ça ce sont différentes possibilités. Comment se déroule une séance en fait? Alors une séance de lecture de vos archives akashiques, eh bien, elle peut se dérouler à distance ou en présentiel. Hein, ça, il n'y a aucun problème. C'est une semaine avant la séance, eh bien, je vous envoie par mail des documents. Donc un document qui vous explique en quoi consistent les archives akashiques. Un document qui vous propose
quelques modèles de questions, enfin voilà, quelques questions que vous pouvez poser, parce que bien sûr, si vous m'avez contacté pour une lecture de vos archives, c'est parce que vous avez un problème et que ça, vous savez exactement, enfin exactement, pas forcément, mais vous avez une idée de la question que vous voulez aborder. Mais après, il y a d'autres problématiques qui ne vous viennent peut-être pas forcément à l'idée. Et donc, en voyant des idées de questions que vous pouvez poser, eh bien, ça vous permet voilà, de réfléchir pendant tout le laps de temps, les quelques jours entre le moment où vous recevez le mail et le moment de la séance. Vous pouvez réfléchir aux différentes questions qui vous viennent à l'esprit, hop, vous les notez, et comme ça, au moment de la séance, eh bien, vous avez déjà vos questions prêtes, donc ça évite de perdre du temps à chercher les questions, comme ça vous avez déjà vos questions prêtes, et bien sûr, en fonction de la question que vous avez posée et de la réponse que j'ai, eh bien, on peut évidemment approfondir, etc., de façon à ce que vous ayez une réponse qui soit voilà, efficace pour vous. Alors, parfois, vous ne savez pas trop. Et moi, je vois bien, j'ai l'idée de comment approfondir, comment poser la question. Donc, du coup, je vous propose, et puis si ça vous va, et bien, du coup, je pose la question. Il y a également un document qui s'appelle le consentement. Je vous demande de compléter ce document par vos coordonnées et également de le signer. C'est le consentement au fait que j'accède à vos archives akashiques, parce que évidemment ce sont vos archives akashiques, donc je ne peux pas y accéder sans votre autorisation, donc je vous demande un consentement écrit, voilà. Et donc une fois au moment de la séance, eh bien si c'est à distance, eh bien on se connecte, hein, voilà, par ordinateur ou téléphone portable, il n'y a pas de souci. Et puis, si c'est en présentiel, bien sûr, vous êtes là, d'ailleurs installé là où je suis aujourd'hui. Et donc, on commence par se centrer. Donc, chacun, vous et moi, on se centre intérieurement. Et une fois que nous sommes bien centrés, eh bien, nous nous connectons de cœur à cœur. Et alors ça, j'adore parce que c'est hyper puissant, en fait, le flux là, qui arrive, qui part, enfin, c'est cet échange qu'il y a, c'est très puissant, c'est impressionnant. Et ensuite, donc, vous êtes toujours centré et je dis la prière, je la dis 3 fois, en fait, une fois tout haut, une fois dans ma tête, 2 fois dans ma tête, voilà, pour pouvoir accéder à vos archives akashiques. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, eh bien, je vous dis, voilà, c'est bon, vous pouvez poser vos questions. Donc, vous commencez à poser les questions. Et donc, du coup, j'interroge les seigneurs d'Akasha et donc, les réponses me sont transmises. Alors, comment elles me sont transmises? Alors, personnellement, donc, je vois des images qui sont plutôt fixes, hein. Il y a des personnes qui voient des films, moi personnellement ce sont des images, mais par contre j'ai toute l'histoire qui va avec. C'est-à-dire que je vis, en fait je suis, si par exemple vous êtes deux personnes dans l'image, eh bien il y a vous et puis donc une autre personne, eh bien je suis vous, je ressens toute la scène, tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez ressenti, voilà, et également, donc, en ce qui concerne l'autre personne, eh bien c'est pareil, je suis la personne, je ressens tout, j'ai les images, j'ai tout ce qu'elle a pensé, etc., voilà, et pourquoi ça en est arrivé là, etc. Et donc, du coup, après, je vous partage tout cela. Les réponses peuvent être sous forme de chiffres, de phrases, donc de ressentis, d'odeurs, de sons, voilà. En fonction de tout cela, eh bien, vous pouvez voilà, approfondir les questions. Donc la séance en elle-même, elle dure 1 heure.
une heure, voilà, une heure pendant lesquelles je réponds à vos questions et je suis dans vos archives akashiques. Et au bout d'une heure, donc voilà, la séance se termine et je ferme vos archives akashiques, car évidemment, ce sont vos archives, donc voilà, c'est à vous, ce sont vos propres archives. Donc voilà comment se passe une séance de lecture de vos archives akashiques. Je peux vous partager une vision que j'ai eue lorsque j'ai fait donc la formation enseignée par Don Ernesto Ortiz. Voilà, donc il y avait 4 modules. Donc j'ai d'abord fait le module initiation. Ensuite, le module intégration, alors là, apparemment, c'est le 3e maintenant. Ensuite, j'ai fait le module praticien, donc pour pouvoir lire les archives akashiques d'autres personnes. Et ensuite, j'ai fait le module libellule. Voilà. Et bon, tous ces modules, à part praticien, là où on est vraiment focalisé sur le fait de lire, comment lire et arriver à lire les archives akashiques de des autres personnes. Sinon, c'est vraiment un travail intérieur énorme. Voilà, il nous a fait vraiment beaucoup travailler sur nous-mêmes. Et donc, au cours du 2e module, donc le module intégration, eh bien, Don Ernesto Ortiz nous a fait faire un exercice d'état modifié de conscience avec, grâce à la respiration holotropique. Qu'est-ce que la respiration holotropique? C'est une respiration courte et très rapide. Comme ça. Et pendant tout le long de l'exercice, qui a duré, alors en mémoire, je dirais en mémoire, parce que quand on est un petit peu ailleurs, c'est un peu compliqué, mais je dirais quand même pas loin d'1h15. Et cette vision, si je souhaite vous la partager, c'est parce que elle se termine par voilà, le passage en 5e dimension de la Terre et de l'humanité. Et je trouve que c'est un moment particulièrement propice pour partager cette vision que j'ai eue donc en octobre 2018. Donc nous étions tous dans la salle, on commence donc à faire cet exercice de modification de conscience avec la respiration holotropique. Voilà, on est assis en tailleur, bien droit, et voilà. Et en même temps, donc, il y a une musique qui nous accompagne. Alors, je ne sais plus quelle était la musique. Je sais qu'il mettait beaucoup de musique de carounage qui sont superbes, mais je ne sais plus exactement de qui c'était. En tous les cas, j'ai trouvé qu'elle était très appropriée. Pratiquement tout de suite, je suis partie, j'ai eu une visualisation. Alors, je vais quand même expliquer qu'est-ce qu'une visualisation. Parce que avant d'en faire une moi-même, je ne savais pas, j'avais aucune notion de ce que ça pouvait être. Eh bien, imaginez que vous passez devant une salle de cinéma et vous entrez, vous ne connaissez ni le titre du film, ni les acteurs, ni l'histoire. En fait, vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas. Vous entrez dans cette salle de cinéma, vous vous installez, vous ne savez absolument pas ce qui va se dérouler devant vos yeux. Ben pour moi, c'est ça une visualisation. Parce que il n'y a absolument pas de blanc, donc c'est vraiment un film. Ça se déroule comme ça, sauf que eh bien, derrière les paupières fermées, vous avez des yeux écarquillés comme ça, parce que vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà. La séance commence, l'exercice commence, voilà, donc je ferme les yeux et pratiquement tout de suite, j'ai une visualisation, donc voilà, ça commence, j'ai l'impression que je pousse comme ça avec mes mains, comme de la vase assez épaisse, voilà, comme ça, je pousse, mais ça a duré, je sais pas, au moins 10 minutes, un quart d'heure, j'ai l'impression, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ça faisait des vagues, à gauche, à droite, et je poussais, j'avais l'impression que je ne sortirais jamais de cette vase, j'étais là-dedans, je ne savais pas ce que c'était vraiment. Et à un moment donné, quand même, ça a commencé à devenir un peu plus fluide. Et puis encore un petit peu plus fluide, jusqu'à ce que ça devienne de l'eau claire, et hop, là je suis sortie de l'eau, en fait, et je monte, et du coup je regarde en dessous, et là je vois une magnifique fleur de lotus. Et là j'ai réalisé que je venais
de, euh, de, de vivre en fait le parcours d'une fleur de lotus. Eh ben, je vous assure, c'est pas aisé, hein. On se demande vraiment ce que c'est, si on va réussir à sortir de cette vase. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, je change de plan, et à chaque fois que je change de plan, ça fait comme des petites bulles de lumière, comme ça. Donc, je change de plan, et là, je suis un aigle. Donc, je suis dans les airs, là, très très haut dans les airs, je plane. Alors, c'est délicieux, c'est délicieux. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. J'avais même pas besoin de bouger les ailes, je planais comme ça, je me laissais porter par le vent. On pense à rien, on regarde, voilà. Et donc il y avait la campagne en dessous, mais très bas en dessous, et un petit peu autour, il y avait les montagnes, voilà. Et je planais, mais c'était, oh, c'était un bonheur, une paix, une sérénité, c'était extraordinaire, quoi. Ensuite, hop, le plan se délite, et là, je suis avec un Amérindien, un homme médecine, sur un des rochers de Monument Valley. Et nous sommes tous les deux au bord de ce rocher et nous regardons au loin vers, voilà, vers le soleil. Il y a le soleil là-bas et nous regardons au loin tous les deux. Et c'est juste cette image, mais j'ai par contre la vision que j'ai passé une semaine avec cet homme médecine et pendant toute la semaine, il m'a enseigné son savoir en fait. Et qui était très riche, c'était une semaine extraordinairement, enfin oui, riche quoi. Voilà, et donc la fin, ben, c'était ça, on regardait tous les deux, je dirais, ça faisait penser à regarder vers l'avenir en fait, donc il y avait le soleil au loin. Et ensuite ce plan-là se délite, et là je me vois avancer dans un halo de lumière. Alors je sais que c'est moi, mais en fait je me vois comme comme les poupées, vous savez les petites poupées dans dans les boîtes à musique. Voilà, avec une petite jupe en tulle comme ça. Mais je me vois là comme ça, avancer dans un halo de lumière. Et il y a de la musique. Et je commence à tourner, à danser tranquillement. Voilà, je suis bien, je suis heureuse, je danse et tout. Et puis là, donc un homme arrive sur la droite et me prend dans ses bras et nous dansons ensemble. Et ensuite, les personnes qui sont, plusieurs personnes qui font partie du groupe du séminaire, nous entourent, se tiennent la main et dansent autour de nous. Et ensuite, nous nous tenons tous la main, donc nous faisons comme une farandole. Et imaginez donc la France, là comme ça. Et donc nous sommes en bas, hein, plutôt du côté je dirais que ça va de Nîmes à, je sais pas, Grenoble ou par là. Et nous avançons, en fait, nous nous tenons par la main, c'est comme une farandole. Et nous avançons, et au fur et à mesure que nous avançons dans la France, alors c'est imagé bien sûr, eh bien toutes les lumières s'allument. Et en même temps, je m'aperçois que dans le monde entier, il y a plein de lumières qui s'allument comme ça, et voilà, de plus en plus. Et ensuite, donc il y a l'Europe, tout ça, tous les pays. Dans chaque pays, il y a de plus en plus de lumières qui s'allument, jusqu'à ce qu'il y ait pratiquement plus d'obscurité. C'est pratiquement tout est lumineux. Et en fait, c'était la condition, je dirais, pour permettre à la Terre et à l'humanité d'ascensionner. Et du coup, hop, on ascensionne. Et là, on ascensionne en trois étapes, en fait. Je vois la première étape, eh bien, donc les humains ont ascensionné et nous sommes tellement heureux d'être dans cette cinquième dimension et qui est faite que de bienveillance, d'amour, de partage, etc. Et que tous les humains, eh bien, en fait, nous sommes heureux, nous éclatons de joie, nous chantons, nous dansons, nous nous serrons dans les bras, enfin voilà, c'est la fête tellement c'est magnifique, quoi, c'est une joie débordante, voilà. Et ensuite, deuxième étape, hop, eh bien,
arrivent arrivent, c'est-à-dire que se matérialisent en fait les élémentaux et les dragons qui n'attendaient que ça, de retrouver les humains en fait, comme nous avons été en fait ensemble il y a de cela très très longtemps, mais ils avaient dû changer de plan ou de dimension. Et donc là, nous nous retrouvons tous ensemble. Et nous sommes tellement heureux, ben voilà, c'est pareil, on se fait des câlins, on se serre dans les bras, on chante, on danse, voilà. Et le troisième plan, en fait, la troisième étape, qui est magnifique et toujours hyper émouvante, eh bien, je vois dans le ciel, je vois en fait, deux vaisseaux spatiaux parce que ça représente en fait voilà, bah, tous les êtres de l'univers qui nous ont aidés hein, à passer en cinquième dimension. Je vois également les Pléiadiens, voilà, qui sont là, les anges, les archanges. Et je vois, surtout parce que là, enfin, c'était tellement magnifique, je vois, donc en gros, bien sûr, hein, je vois la tête de Gaïa, en fait, qui est notre mère à tous, et qui est l'âme de la Terre, et qui est là, et qui regarde ses enfants avec... ah, c'est toujours très émouvant, c'est incroyable. Avec un amour inconditionnel, mais vous n'avez pas idée, c'était énorme, énorme, tellement, voilà, cet amour qui venait jusqu'à nous pour nous dire, je suis tellement heureuse que vous ayez enfin réussi à ascensionner, parce que ça n'a pas été facile, hein, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, voilà. Et ensuite, c'est pas fini. Ensuite, je vois également un messager qui fait des sauts de puce comme ça, entre guillemets, avec son vaisseau spatial dans chaque galaxie pour dire les humains ascensionnés, la Terre ascensionnée, waouh! Et puis hop, il passe à l'autre et pareil, il fait pareil. Bref, tout le monde est content. Et ensuite, la vie reprend son cours, hein, puisque forcément, voilà, la vie. Voilà, il faut bien qu'on continue. Et donc, elle reprend son cours, sauf que, en fait, tout est tellement, tout est tellement serein, tout est tellement bienveillance, amour, partage, etc. Enfin, voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, je me vois, voilà, reprendre le cours de ma vie ben, avec mon compagnon, avec mes enfants, etc. Donc, pendant de très nombreuses années, voilà. Puis, à un moment donné, voilà, j'estime que mon temps sur Terre est suffisant. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai appris ce que je souhaitais apprendre et maintenant je pense qu'il est temps de repartir dans ma famille d'âme. Donc évidemment, j'en parle à mon compagnon qui lui aussi a envie de repartir. J'en parle à mes enfants qui comprennent tout à fait et qui savent parfaitement que je ne meurs pas. C'est juste mon corps physique qui va mourir, mais que moi, mon âme, elle va repartir dans ma famille d'âme et que je vais être heureuse en fait de retrouver ma famille d'âme. Donc ce n'est pas un moment triste, pas du tout. Et donc je vois, donc au moment de la crémation, donc je vois le cercueil là qui va être voilà, incinéré. Et donc mes enfants et petits-enfants, peut-être arrière-petits-enfants, et peut-être même plus, j'en sais rien, qui sont là, assis sur des sièges devant. Et moi je suis derrière, beaucoup plus grande qu'eux, et comment dire, un être d'énergie simplement. Et je vois que je pose mes bras autour d'eux, autour de leurs épaules, à tous là. Et ils sentent que je suis là, que je suis derrière eux, que je suis encore présente et que je viens leur dire au revoir, en même temps que mon corps eh bien, voilà, tombe se transforme en cendre, en poussière, et voilà, que je leur dis au revoir, et voilà, ils sont heureux pour moi en fait. Et ils savent qu'ils me reverront de toute façon. Et donc là, je pars dans ma famille d'âme, et alors là, c'est pareil, c'est la joie, c'est la fête de retrouver, voilà, toutes ces âmes qui font partie de ma famille. Et là, je passe pas mal de temps dans ma famille d'âme, à me reposer, voilà, à faire des choses voilà, que j'aime faire, à être parmi ces âmes-là, etc. Et puis je me vois
plus tard, à nouveau en bébé. Mais là, je suis née sur la Terre de 5e dimension. Voilà, donc pour une nouvelle expérience terrestre en 5e dimension. Et voilà, là c'est la fin de ma visualisation. Donc c'est ce que j'ai eu. Voilà. Donc je vous dis, c'est un film qui passe là comme ça et voilà, j'avais les yeux grands écarquillés parce que je savais pas ce que j'allais voir et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et cette vision-là, en fait, elle est vraiment gravée dans ma tête et dans mon cœur parce que voilà, elle est tellement puissante. Voilà, dès que quelque chose va peut-être un petit peu moins bien, ben, il suffit que je repense à cette visualisation pour que, pouf, tout de suite, ça repart parce qu'elle est magique. Enfin, en tous les cas, moi je l'ai vécue de cette façon-là et je la ressens de cette façon-là. Maintenant, après, bien sûr, pour vous, c'est autre chose. Vous ne l'avez pas vécue, donc je ne sais pas comment vous pouvez la ressentir, hein. Comment un blocage profond arrive à se dénouer après la séance, car c'est quelque chose de très ancré. C'est une excellente question parce que des fois elle arrive à se dénouer du fait de prendre conscience de tout ce formatage en fait. Le fait d'en prendre conscience, comme on dit, c'est l'amener en pleine lumière et du coup, eh bien, on peut réussir petit à petit à agir dessus, en fait, et à éviter de se comporter euh, selon ce formatage. À partir du moment où on a compris que c'est un formatage et comment ça se passe, eh bien, en fait, le fait de le conscientiser, on peut prendre, voilà, quand on fait quelque chose, on dit, ah, là, je réagis ou je pense, ou voilà, de cette façon, de la façon donc de ce formatage. Mais alors parfois, c'est assez compliqué, ça peut prendre pas mal de temps, c'est pas toujours évident de se libérer de cela et c'est pour ça que personnellement j'ai eu envie de me former à la libération karmique, à la libération transgénérationnelle et à la libération de l'enfant intérieur qui permet d'agir par exemple sur cette blessure-là particulièrement et donc de faire un gros travail dessus, de conscientiser, de nettoyage, etc. Enfin voilà, ça permet de libérer tout cela et de pouvoir avancer. Alors après, évidemment, tout se passe dans l'énergétique, hein, donc je dis pas que c'est paf, tac, du jour au lendemain, le formatage est parti, bien sûr que non, il y a le temps de tout transformer dans votre corps, mais bon, ça vous permet de vraiment voilà, de dépasser cela. Ce que je voulais vous dire également, eh bien, c'est que j'utilise les archives akashiques quand je fais des soins énergétiques. Voilà, j'ai toujours mes archives akashiques qui sont ouvertes et je pense que c'est pour ça que maintenant, enfin, je visualise énormément de choses et je visualise également donc des blessures. Hein, des blessures, ça peut être une vie antérieure, hein, l'origine d'une vie antérieure, ça peut être une blessure de l'enfant intérieur également, etc. Et donc, j'ai remarqué que quand ces blessures-là ressortaient, c'est qu'elles sont quand même très profondes. J'essaye avec le soin énergétique de prendre dans mes bras ce fragment d'âme, hein, quand il s'agit d'une vie antérieure ou bien cet enfant intérieur, de lui expliquer voilà ma vision des choses, etc. Et voilà pour qu'il réussisse à dépasser tout cela, mais c'est pas toujours évident. Même des personnes qui ont l'habitude de travailler sur elles toutes seules, hein, voilà, même avec cette information-là, elles ont quand même besoin de revenir, enfin, d'aller nettoyer plus en profondeur, on va dire. Donc c'est pour ça que je trouve que les libérations émotionnelles, elles sont vraiment intéressantes pour compléter, quand il y a besoin, hein, ça dépend après. J'espère que cette conférence vous a plu. À bientôt.